La grippe humaine, une affection à surveiller de près, formation donc des professionnels de la santé sur l'analyse et la gestion des données épidémiologiques de cette maladie. La gare internationale d'Adjamé verra bientôt le jour, pose de la première pierre de cette gare jeudi prochain. Et puis au Cameroun, les Mbororo, un peuple de bergers nomades, se sédentarise et réclame des papiers d'identité aux autorités. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19h30. La grippe est responsable de 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde. La grippe humaine, maladie respiratoire aiguë, est provoquée par un virus affectant l'homme de manière endémique. Il est donc important de renforcer les compétences des professionnels de la santé sur l'analyse et la gestion des données épidémiologiques de cette affection, d'où un atelier de formation ouvert aujourd'hui même au plateau. Le reportage de Michel Digri. La grippe est une maladie infectieuse et contagieuse causée par un virus qui s'attaque au système respiratoire. Elle se répercute dans tout l'organisme et dure normalement 3 à 7 jours. Les symptômes se résument dans ce qu'on appelle le syndrome grippal, c'est-à-dire un ensemble de signes qui sont constitués de fièvre, de courbature, de céphalée, de signes qui évoquent une maladie infectieuse, qu'on retrouve de façon, sont des signes généraux qu'on peut retrouver dans plusieurs maladies. La grippe est un véritable problème de santé publique en Afrique. Face à ce constat, des experts réfléchissent sur la surveillance de cette pandémie. Il était important de se réunir ensemble et de voir comment améliorer les systèmes de gestion des données et de rédaction scientifique des différents pays afin de rendre disponible à la communauté scientifique internationale le travail excellent que font les différents pays en matière de surveillance de la grippe. La grippe humaine, elle existe en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que l'atelier qui se tient ce matin est important, parce qu'il vise à renforcer les capacités des agents chargés de cette surveillance épidémiologique-là. 10 pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficient d'une assistance technique des États-Unis dans le cadre de la lutte contre la grippe. Proposer un plan d'analyse des données épidémiologiques en vue de déterminer le fardeau réel de la maladie afin d'apporter des solutions, tel est l'objectif de cet atelier. Et puis cela fait 30 ans aujourd'hui que la recherche pour ralentir le VIH-Sida a débuté. 30 années marquées par l'avancée dans la découverte de traitements contre la maladie, les travaux pour trouver un vaccin, la sortie d'un test de dépistage, la prévention. Une épidémie qui a fait près de 25 millions de morts. Après l'obtention du bachelor à Atlanta, les étudiants sortis de l'Université internationale de Grand Bassam pourraient bénéficier d'une aide financière pour poursuivre leurs études avec la création de la fondation de l'université, ce qui enlève une épine des pieds des parents d'étudiants. Les explications de Michel Digri. La célébration du bachelor aux États-Unis suscite beaucoup d'engouement, autant chez les diplômés que chez leurs géniteurs. Les parents d'étudiants ivoiriens n'ont pas hésité à faire le voyage d'Atlanta pour soutenir leur môme. Ma fille a fini un bachelor en mathématiques et sciences actuariales. C'est un couronnement de beaucoup d'efforts. On se donne rendez-vous donc à Atlanta? Oui, rendez-vous à Atlanta, à la cérémonie. À la veille de l'événement, certains parents préparent le jour J. On va aller filmer la cérémonie, ramener le maximum d'images pour avoir beaucoup de souvenirs de cette cérémonie. Le bachelor correspond à la maîtrise dans le système éducatif ivoirien. Cette étape franchie, l'on pense déjà à l'avenir. La prochaine étape, ça sera le master, certainement, mais le temps de souffler un peu et puis de reprendre des forces et de l'énergie. Voilà, pour continuer la route. J'espère qu'elle va pouvoir obtenir une bourse ou une aide, parce qu'elle a quand même eu son diplôme avec distinction, summum cum laude. Et pour les parents, ça a été quand même très dur jusqu'à présent, et j'espère qu'on va pouvoir avoir un relais compte tenu de ces résultats. Les études universitaires aux États-Unis coûtent excessivement cher. Pour aider les parents à supporter les frais de scolarité, mais surtout permettre aux élèves ivoiriens dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens d'aller étudier aux États-Unis, l'Université internationale de Grand Bassam va procéder à la création d'une fondation. L'aide que la fondation va apporter sera vraiment centrée sur des étudiants méritants, mais n'ayant pas les moyens de
s'offrir une éducation de qualité. Ces jeunes gens-là feront la fierté de la Côte d'Ivoire et en les éduquant, nous espérons qu'ils pourront revenir dans notre pays et développer ce pays et développer toute l'Afrique. Le lancement officiel de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam est prévu pour le mois de septembre prochain. Une gare internationale sera bientôt construite à Adjamé. C'est le fruit de l'union des transporteurs, une union maintes fois demandée par l'État. Et bien, ces choses faites, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, créé en avril dernier, aura une gare ultra moderne de 35 000 hectares. Ce groupement est composé de 350 syndicats de transport. La pose de la première pierre de cette gare aura lieu jeudi prochain en présence du ministre des Transports. Abandonnée depuis 2002, la baie des Sirènes, une plage située à Grand Bérébi, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, présente un visage bien triste. L'endroit autrefois paradisiaque ne fait plus rêver, seulement une poignée de personnes la fréquentent encore. Et puis le manque d'infrastructures économiques et les difficultés d'adduction en eau potable n'améliorent pas les choses. Découvrons tout cela avec Michel Mambo. Grand Bérébi un jour, Grand Bérébi toujours. C'est le slogan des habitants de cette ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de San Pedro. Et pourtant, à première vue, la cité n'inspire aucune envie de revenir. Grand Bérébi ne bénéficie que de très peu d'infrastructures économiques. Elle a plutôt hérité des problèmes d'adduction en eau potable et d'électricité de toute la région. De quoi décourager les touristes. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. À quelques mètres du centre-ville, derrière ce portail mi-fermé, une plage de rêve. Vous ne verrez pas de sirènes sur cette baie, mais le chant des vagues bercera certainement votre séjour. Nous sommes à la baie des Sirènes. Une belle plage, donc au fait, où la marée, à tout moment, la marée est basse. À l'époque, il y avait la pêche, alors la pêche en gros, et puis la petite pêche, c'est-à-dire la petite pêche, c'est pour une journée. La pêche en gros, c'est pour 2 ou 3 jours. Avec un gros bateau. On avait aussi le sport nautique. Autrefois ouvert aux touristes, occidentaux pour la plupart, le complexe n'a malheureusement pas échappé aux affres de la crise. Il est donc fermé depuis 2002 et attend bien sagement d'être réhabilité pour de nouveau faire le bonheur des voyageurs et partant contribuer à l'essor du tourisme en Côte d'Ivoire. Parlons éducation, une journée de sensibilisation de l'étudiant organisée par la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Objectif, amener les apprenants à être plus responsables et à préparer leur insertion socio-professionnelle par la maîtrise de leur formation. Hamza Diaby nous en dit plus. Redonner à l'université ses lettres de noblesse, c'est la mission que s'est assignée la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire à travers ces journées de sensibilisation de l'étudiant. Objectif, instruire les différents acteurs du système universitaire sur les mots susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l'université. Ces journées ont pour objectif d'identifier les problèmes qui minent l'université dans son fonctionnement et qui pourraient être aussi une entrave à l'avenir même de l'étudiant. Pour cette première édition des JSE, un coin de voile a été levé sur la problématique de l'insertion socio-professionnelle des étudiants après l'obtention de leur diplôme. L'étudiant doit, quand il a acquis cette formation, il doit continuer. Les enseignants ouvrent des pistes à l'étudiant d'aller dans les pistes, en allant dans la bibliothèque, en allant dans tous les endroits où il peut trouver de la matière pour renforcer son cours, pour bien comprendre de quoi l'enseignant parlait. Et donc ceci, c'est au niveau essentiel. Et pour y arriver, selon le conférencier, l'étudiant doit se départir de tout acte qui pourrait impacter négativement sur son image au niveau du marché de l'emploi. Fin de la journée du sport sur 2 bonnes notes. La rencontre d'échange entre Tegla Loroup, la championne d'athlétisme, et les anciennes gloires du sport féminin, suivi du mini-marathon de la paix et de la cohésion sous le regard de Sébastien Augnin. Les anciennes gloires du sport féminin et la jeune génération ont été échangées avec Tegla Loroup, multiple champion du monde d'athlétisme. Femmes, sport et leadership en Afrique étaient au menu de cette rencontre.
Les anciennes gloires ont demandé à la nouvelle génération de privilégier leur art par rapport aux intérêts matériels et financiers. Tegla-le-Roup a exhorté ses sœurs à la patience, au goût de l'effort et au travail bien fait, seule voie pour réussir une carrière professionnelle. Du 16 au 18 mai 2013, les fédérations sportives ont procédé à des démonstrations de karaté, de natation, de freestyle. Le mini-marathon a réuni plus de 500 jeunes filles autour de la championne du monde d'athlétisme, Tegla-le-Roup. Mini-marathon placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Du parc des sports de Treichville, la course s'est arrêtée à la place de la République. Hors de chez nous, au Nigeria, l'armée annonce avoir repris 5 localités de l'État de Borno aux islamistes dans le nord-est du pays. C'est le résultat de l'offensive lancée la semaine dernière contre les insurgés de Boko Haram dans cette région. Et puis au Cameroun, un peuple de bergers nomades réclame des papiers d'identité aux autorités. Les Mboromboro, c'est comme cela qu'ils s'appellent, sont 1 million et tentent de s'organiser pour obtenir le droit à l'instruction de leurs enfants. À Yaoundé, ce chef Mbororo reçoit les jeunes de sa communauté. Leur principal problème, obtenir des papiers d'identité. En général, les Mbororo n'en ont pas. C'est un peuple de bergers nomades. La plupart sont nés en brousse, ils n'ont donc pas de certificat de naissance. Un casse-tête pour ceux qui ont choisi de se sédentariser, car sans papier, pas d'école. Le chef traditionnel voudrait pouvoir délivrer des actes de naissance reconnus par l'administration. Ce serait plus facile pour nous si le processus était simplifié, si on avait un officier d'état civil dans nos chefferies traditionnelles. Avec un acte de naissance, cela nous aiderait à scolariser les enfants. 1,5 million de Mbororo vivent au Cameroun, environ 7% de la population. Certains parviennent tout de même à obtenir des papiers et à s'inscrire à l'école. Aïcha a pu faire des études supérieures. Cette jeune Mbororo a une licence de droit. Malgré cela, trouver un emploi est difficile. Les préjugés ont la vie dure. On se dit que la jeune fille Mbororo et la communauté Mbororo en général ne sont pas peut-être instruits et cela nous empêche d'exceller. On voudrait que le gouvernement, les sociétés nous prennent en considération et qu'on nous encourage. Pour combattre les discriminations et mieux s'intégrer en ville, les Mbororo tentent de s'organiser. À Douala, l'association Souramama fédère la communauté. Elle propose des cours du soir pour jeunes et adultes. Quand vous êtes venu en ville sans éducation, sans profession, vous êtes en difficulté partout. Il faut éduquer les gens, il faut sensibiliser, il faut les montrer leurs droits. Le droit à l'instruction est le combat des Mbororo des villes. Ailleurs, en brousse, ils luttent surtout pour conserver leur bétail. En Tunisie, Ennahda croise le fer avec les salafistes. Environ 200 membres du groupe salafiste Ansar al-Sharia ont été arrêtés hier lors de heurts avec la police qui ont fait un mort. Le chef du gouvernement islamiste a accusé cette mouvance djihadiste de terrorisme. La Tunisie a vécu une journée sanglante dimanche. Bravant les interdictions officielles, les salafistes d'Ansar al-Sharia se sont violemment opposés aux forces de l'ordre dans la banlieue de Tunis. Les affrontements ont fait un mort parmi les manifestants ainsi qu'une quinzaine de blessés. Les autorités ont annoncé avoir arrêté 200 salafistes, dont le porte-parole d'Ansar al-Sharia. Le Premier ministre tunisien a tenu un discours très ferme vis-à-vis du mouvement salafiste. Pour la première fois, il l'a qualifié d'organisation terroriste. Ce groupe exerce la violence contre le peuple et les institutions. Il défie l'État. Il ne reconnaît pas la citoyenneté ou les fondements de l'État. Il est lié au terrorisme et c'est un expert en la matière. Que ces affrontements aient dégénéré ne surprend personne. Le gouvernement avait interdit le grand rassemblement annuel d'Ansar al-Sharia qui devait se tenir à Kérouan. Depuis vendredi, la ville avait des airs de place forte. Face au dispositif policier déployé, le groupe salafiste a tenté de réunir ses partisans dans la banlieue de Tunis.
Confronté à l'essor de l'islamisme radical, le gouvernement tunisien durcit sa position vis-à-vis des salafistes. Il veut être inflexible après avoir été longtemps taxé de laxisme, notamment vis-à-vis d'Ansar Sharia, considéré comme proche d'Al-Qaïda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous suivre.